Ok. Bonjour à tous. Wow, c'est étrange de parler dans un micro. Merci d'être là aujourd'hui. Alors moi, je vais vous parler de l'inclusive design au cœur des enjeux de la santé digitale. Donc pour me présenter rapidement, je m'appelle Alexandre Scotto. Je travaille en tant que UX designer à Atos depuis maintenant 3 ans. Et depuis un an, je travaille sur le projet Mon Espace Santé. Alors Mon Espace Santé, peut-être vous en avez déjà entendu parler. C'est un projet, donc c'est un service public qui a ouvert au début de l'année, en fait, en janvier 2022. Et donc, ça a pour but d'être un gros carnet de santé digital. Donc, c'est axé en 3 parties, on va dire. Il y a un espace de stockage documentaire, un espace de messagerie pour parler avec des professionnels de santé et un espace plus profil médical pour retracer un peu toute son histoire de santé. Et donc, c'est un service, donc, comme je disais, public. Donc, le client, c'est l'assurance maladie. Et donc, il y a un site web et une partie application mobile. Et donc, moi, je travaille sur l'application mobile. Donc, c'est plus de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Mais ça va concerner, en fait, tout le projet plus dans sa globalité. Alors, qu'est-ce que c'est l'inclusive design? Donc, l'inclusive design, en fait, c'est une méthodologie qui permet de créer des produits en prenant en compte les capacités et les horizons des usagers. Et donc, en fait, pour peut-être faire ça plus simple, c'est prendre en compte toute la pluralité humaine dans le développement d'un produit ou d'un service. Et en tant que designer, et plus largement, vraiment en tant qu'équipe de conception aujourd'hui, c'est un devoir pour nous, parce que le monde de la santé, c'est encore un monde où il y a des inégalités sociales. Et du coup, le but du designer et de l'équipe, c'est de ne pas creuser ces inégalités sociales. Au contraire, c'est d'essayer de mettre vraiment toute la pluralité humaine sur le même pied d'égalité. Et donc, la première étape de l'inclusive design, c'est de cadrer le contexte et la cible. Donc, la première étape, vraiment, savoir de quoi on parle. Donc, ici, il s'agit du secteur de la santé. Donc, le secteur de la santé, il a deux particularités. Le premier, c'est un secteur qui est très sensible. Donc, il y a des personnes qui arrivent avec des maladies graves, des handicaps, etc. Donc, c'est un sujet qui peut être très angoissant, très lourd et très stressant pour les personnes. Et c'est un sujet aussi qui est très complexe à comprendre parce qu'en fait, il vient avec toute une batterie de vocabulaire assez compliquée. Et quand on n'est pas du milieu, entre guillemets, c'est toujours un peu compliqué de rentrer dedans. Et en fait, on peut être expert de la glycémie et ne rien connaître sur les handicaps mentaux. Donc, c'est vraiment un sujet qui est tellement vaste qu'en fait, il est assez complexe. Et en fait, il a beau être sensible et complexe, il concerne vraiment tout le monde. Et aujourd'hui, je pense qu'après des années de Covid, on peut le dire, c'est quand même quelque chose qui est crucial, la santé. Et donc, ça nous amène à la santé, ça concerne vraiment tout le monde. Et quand je dis tout le monde, donc la santé globalement, c'est vraiment tous les êtres humains. Mais sur ce projet, Mon Espace Santé, on s'adresse à tous les citoyens français, donc environ 60 millions d'utilisateurs. Et aujourd'hui, l'aspect qui est complexe, c'est que quand on fait de l'UX, on essaye d'avoir une démarche qui est centrée autour des utilisateurs. Mais quand on a 60 millions d'utilisateurs, bah, il faut essayer de remettre les 60 millions au centre et donc les 60 millions potentiellement de problématiques qui vont avec. Et donc, on parle des utilisateurs de tout âge, de toute profession, de tout handicap, vraiment de toutes ces caractéristiques qui sont un petit peu, on va dire, quantifiables. Mais on parle aussi de tout ce qui n'est pas quantifiable et pas forcément visible. Donc, ça peut être, en fait, on pourrait prendre dans l'assemblée 20 personnes qui viennent de la même étude, même âge, même profession, etc. Et en fait, vous pourriez avoir 20 modes de pensée totalement différents de par vos expériences, votre famille, etc. Donc, en fait, c'est vraiment prendre toute la pluralité humaine et tout ce spectre infini d'utilisateurs en compte dans la conception d'un produit. Et ce qui est compliqué aussi, c'est du coup de trouver une balance entre concevoir un produit qui est assez moderne pour plaire aux jeunes, assez simple pour quand même être compréhensible des personnes qui ont plus de difficultés avec le numérique. Donc c'est vraiment ça qui est complexe aujourd'hui dans ce domaine-là et qu'il faut bien avoir en tête. La deuxième étape du coup du design inclusif, c'est de reconnaître les exclusions. Donc aujourd'hui, quand on parle d'inclusivité, on parle d'essayer d'inclure le plus de monde possible. Mais du coup, pour inclure le plus de monde possible, il faut déjà comprendre qui est-ce qu'en temps normal on exclut. Et donc aujourd'hui, on a 3 types d'exclusion. Donc la première, c'est celle que vous connaissez sûrement le plus, c'est le handicap, c'est la plus connue. Donc par exemple, j'ai un bras en moins. Bah, je suis handicapée de manière permanente. Le deuxième type d'exclusion, c'est le handicap temporaire. Donc, par exemple, j'ai un bras dans le plâtre, je suis handicapée aussi, j'ai la même contrainte, c'est-à-dire que je ne peux pas utiliser mon bras, mais seulement de manière temporaire. Et le dernier type d'exclusion, ce sont les limitations situationnelles. Donc, par exemple, je suis nouveau parent, j'ai un enfant dans le bras, je ne peux pas non plus utiliser mon bras. J'ai les mêmes contraintes, mais à cause de la situation. Et donc, ces 3 types d'exclusion, aujourd'hui, vous pouvez vous demander, mais du coup, quelle est la différence entre l'inclusivité et l'accessibilité? Donc, pour vous rappeler juste la définition de l'accessibilité, c'est de rendre les services numériques accessibles aux personnes en situation de handicap.
Et donc, si on élargit un petit peu la définition, en fait, c'est prendre en compte ces personnes de tous ces types de handicap. Mais du coup, en fait, on ne comprend pas vraiment la différence entre inclusivité et accessibilité. Donc, si on revient à la définition que je vous disais tout à l'heure, en fait, l'inclusivité, c'est prendre en compte les capacités et les horizons de toutes les personnes. Donc, l'accessibilité, en fait, c'est très porté sur les capacités des personnes, donc les capacités physiques, les capacités mentales, alors que l'inclusivité, ça va un peu au-delà de ça. Donc, ça prend en compte toutes ces capacités physiques et mentales, mais ça prend aussi tous les horizons et tous les points de vue et tous les états d'esprit. Donc, par exemple, il faut aussi prendre en compte ces personnes qui sont dans des endroits de France où il n'y a pas forcément de réseau. Ces personnes qui sont sujets à l'électronisme. Aujourd'hui, en France, on a 23% des personnes qui ont du mal à utiliser le numérique. Donc, l'inclusivité prend en compte l'accessibilité, mais va un petit peu au-delà. Et du coup, comme je vous disais, je travaille sur la partie mobile. Et donc, qui dit mobilité dit aussi encore plus d'exclusion. Parce qu'aujourd'hui, on fait face à des nouveaux gestes, donc des swipes, plein de nouveaux gestes qui sont liés au smartphone, que tout le monde ne connaît pas, peut-être moi la première. On fait aussi face à des usages beaucoup plus rapides. Donc aujourd'hui, entre deux stations de tram, il faut avoir fini la tâche qu'on avait commencée sur notre téléphone. Et on fait aussi face à des usages beaucoup plus décousus. Donc pareil, entre deux stations de tram, on va regarder le téléphone, puis regarder la station, puis regarder le téléphone, puis regarder la personne un peu bruyante qui arrivait dans la rame. Donc en fait, on a un usage beaucoup plus saccadé. Et donc tout devient plus complexe pour ces personnes qui sont déjà en difficulté avec le numérique, on va dire, ordinateur devant un bureau, enfin voilà. Donc il faut prendre en compte vraiment toutes ces notions aussi quand on parle d'exclusion qui sont liées à la mobilité. Et donc, une fois qu'on a compris tous ces types d'exclusion en tant que designer, c'est bien, c'est un bon début, mais il faut aussi que toute l'équipe le comprenne. Et donc, pour ça, sur le projet actuel sur lequel je travaille, donc mon espace santé, tous les 2 mois, en fait, on a un planning qui regroupe alors, tout le monde, en fait, donc les clients, les sponsors, les équipes de développement, les designers, le management, vraiment tout le monde. Et en fait, au cours de ce planning-là, donc les designers ont fait une vidéo qu'on appelle la voix de l'utilisateur. Et en fait, c'est une compilation de plein d'extraits de tests utilisateurs. Et en fait, ça permet de sensibiliser tous les acteurs du projet, quels qu'ils soient, à justement ces problématiques utilisateurs. Et donc, en fait, on fait prendre conscience à des acteurs du projet qui sont parfois un petit peu éloignés des utilisateurs, des problématiques réelles et en fait, du pour qui on est en train de faire le service. Donc ça, c'est la manière qu'on a trouvé pour sensibiliser tout le monde à ces problématiques-là. La troisième étape, donc maintenant qu'on a compris l'environnement et les types d'exclusion et toute l'exclusion, comment on fait du coup pour concevoir inclusif? Parce que c'est un beau mot un peu compliqué, mais en pratique, comment on fait? Donc, je vais essayer de vous donner un certain nombre de petits conseils. Alors, le premier, ce serait aller à la rencontre des usagers exclus. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est quand même le cœur de notre métier, c'est d'aller voir les utilisateurs, d'avoir des retours utilisateurs, d'aller à leur rencontre. Mais du coup, dans le domaine de la santé, ça s'applique encore plus parce qu'il faut aller voir ces personnes qu'en temps normal, on laisse un peu de côté. Donc, c'est-à-dire toutes les personnes en situation de handicap, toutes les personnes qui ont des affections longue durée, toutes les personnes âgées. Et donc, sur ce projet-là, on fait énormément de tests utilisateurs et d'entretiens utilisateurs avec eux. Et c'est comme ça, notamment, qu'on s'est rendu compte que, donc ça, c'est un formulaire qu'on a sur l'application, qui est un formulaire pour ajouter un handicap. Et en fait, en faisant des tests avec des personnes en situation de handicap mentaux, on s'est rendu compte que c'était un formulaire qui était en fait pour nous, qui nous paraissait satisfaisant, mais qui pour les personnes en situation de handicap mental était trop long. Et en fait, dès qu'ils arrivaient sur ce formulaire, ils paniquaient, ils angoissaient et ils avaient peur de ne pas y arriver en fait. Donc c'est vraiment des problématiques que sans aller à la rencontre de ces personnes-là, on a du mal à deviner. Et aussi, du coup, toujours dans l'optique de sensibiliser toutes les équipes, quand on fait des tests ou des entretiens sur ce projet-là, donc on les enregistre toujours, je pense, comme beaucoup. Mais du coup, ils sont diffusés en live et en replay au reste des équipes, enfin à tout le monde en fait, tout le monde sur le projet. Et du coup, toutes les équipes, toutes les personnes peuvent assister aux tests et être justement encore plus sensibilisées à ces sujets-là. Et en fait, c'est hyper intéressant et on s'est rendu compte, dans l'équipe mobile, on le fait beaucoup. Et on s'est rendu compte que des fois, on a des devs qui, en plein milieu d'un atelier, nous disent « Ah, mais est-ce que vous avez bien pris en compte ça que j'avais vu dans tel test utilisateur ?» Donc, en fait, c'est hyper intéressant pour eux aussi d'avoir cette vision plus des utilisateurs. Le deuxième petit conseil que j'aimerais vous donner, c'est d'impliquer les équipes au maximum. Donc, je dis pas... En fait, non, c'est impliquer au maximum. Je ne veux pas dire qui, parce qu'en fait, ça concerne vraiment tout le monde. Du coup, je vais vous donner un petit exemple. Quand je suis arrivée sur le projet, donc il y a 1 an maintenant, j'étais donc junior et je me suis mis une pression de dingue dans le sens il faut que je sache tout, il faut que je sois hyper professionnelle, il faut que j'ai les réponses à tout, etc.
Et en fait, c'est pas possible parce qu'on ne peut jamais avoir les réponses à tout, enfin, en junior, mais aussi en tant que senior. Et du coup, j'ai commencé à poser des questions de manière très informelle alors à l'équipe. Donc, il y a des collègues qui sont vietnamiens, qui sont russes. Donc, sans m'en rendre compte un peu, j'ai commencé à multiplier les cultures à des personnes de différents âges. Donc, des fois, je rentrais chez moi, j'appelais ma grand-mère pour avoir son avis sur une interface. À des devs qui ont une vision très pragmatique, à des PO qui ont une vision beaucoup plus globale et à des proches qui ont des visions aussi des fois très naïves dans le sens non informatique, on va dire. Pas péjoratif, mais voilà. Et à des devs qui ont, de par leur expérience personnelle et des proches, qui sont sensibles à ces sujets de handicap et d'accessibilité. Et du coup, en fait, en faisant ce que je pensais être pas très professionnel, je me suis rendu compte que c'était ultra enrichissant parce qu'en fait, plus on multiplie les points de vue et on multiplie les retours et on multiplie les visions, plus ça enrichit notre mode de pensée, ça élargit nos perspectives et du coup, plus on arrive à faire un pas de plus vers cette inclusivité qui est un idéal. Donc, c'est vraiment un conseil que je peux donner, c'est vraiment intéressez-vous aux autres, allez poser des questions. Ça ne remet pas en question votre professionnalité ou autre, mais au contraire, ça vous enrichit. Et je ne suis pas en train de dire qu'un produit qui est validé par ma grand-mère, qui est validé par toutes les grand-mères de France, mais s'il est validé par ma grand-mère, il sera peut-être validé par un certain nombre de grand-mères de France. Donc, on s'approche encore plus de cette inclusivité. Alors, impliquer tout le monde, ça passe aussi par impliquer les équipes. Donc, comme je vous disais, sur le projet, on fait des ateliers de co-conception avec les équipes. Donc, ça, c'est un board, alors pas très lisible, je vous avoue, mais c'est un board d'un atelier qu'on a fait la semaine dernière, donc avec l'équipe mobile. Donc, on présente le contexte et ensuite, en fait, chacun met des inspirations des applications qu'il a sur son téléphone en fonction de la fonctionnalité qu'on est en train de traiter. Et donc ça, c'est aussi ultra intéressant parce que chacun a des applications très différentes. Et du coup, sur ce board, on se retrouve avec des applications de cuisine, de trading, d'impôts, enfin des trucs hyper différents. Et après, ça nous inspire pour la dernière phase qui est la phase de sketching. Et là encore, c'est très intéressant parce que chacun a sa manière de penser, chacun a sa vision. Et du coup, on arrive avec plein de possibilités différentes. Et donc, ça nous permet d'élargir encore nos horizons. Donc, impliquer au maximum aussi l'équipe parce que leur point de vue est aussi très enrichissant. Et alors, sur ce projet, on a aussi un autre type d'équipe, on va dire. C'est au quotidien, on est avec notre équipe agile, mais on a aussi une équipe de designers. Donc, on est dans un design studio où on est environ une dizaine de designers. Et donc, on a instauré des design reviews. Donc, 2 fois par semaine, on a des créneaux de design review. Donc, chaque petit board est une design review. Et en fait, au cours de ce rituel-là, on montre en tant que designer notre travail aux autres designers et ils nous font des retours sur ce qui est positif, négatif, ce qui peut être challengé. Et des fois, c'est intéressant aussi parce qu'ils nous disent « Ah ben moi, dans mon test utilisateur, j'avais entendu ça, donc est-ce que tu l'as bien pris en compte ?» etc. Et du coup, ça nous apporte aussi un œil neuf parce que chaque designer est sur sa fonctionnalité. Et du coup, quand ils arrivent pour, entre guillemets, juger la nôtre, enfin de manière bienveillante, mais pour la juger, ils arrivent avec un œil très neuf. Et aussi, chacun vient, enfin chacun non, mais on vient aussi de parcours très différents. Il y en a qui viennent des beaux-arts, il y en a qui viennent de psy, il y en a qui viennent d'école d'ingé. Donc, on a tous aussi une sensibilité un peu différente. Donc, c'est hyper intéressant de multiplier encore ses points de vue et de confronter son travail à ses pairs. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point dont j'aimerais vous parler, c'est d'essayer de contrecarrer ces biais. Donc, aujourd'hui, quand on conçoit, et même dans la vie de tous les jours, on a tous des biais. C'est indéniable. Et donc, j'ai entendu quelque chose dans la bouche de Benjamin Evans que j'ai trouvé hyper pertinent. Donc, Benjamin Evans, qui est lead de l'inclusive design à Airbnb. Et donc, en fait, il dit que certes, on a tous des biais, mais maintenant, c'est notre devoir d'essayer de les mettre de côté pendant qu'on conçoit un produit. Donc, comment on fait ça? Pas si simple. Mais du coup, je vais vous donner un exemple. Alors, par exemple, nous, quand les équipes web font des ateliers de co-conception, ils invitent des devs, des PO web. Et ils invitent toujours un designer mobile dans ces ateliers-là, justement pour essayer de prévoir un peu ces contraintes liées à la mobilité en amont. Et du coup, premier atelier où je suis arrivée sur ce projet-là, le designer nous a dit vous avez 20 minutes pour faire des maquettes. Donc moi, je me suis dit 20 minutes, c'est assez long pour faire des maquettes déjà plus ou moins propres sur le logiciel de design. Et donc, à la fin, en fait, on s'est retrouvé avec des devs, des PO qui avaient fait des maquettes comme ça, et moi qui avais fait une maquette déjà sur le logiciel qui n'était pas fini, mais déjà, on va dire, un peu plus clean. Et en fait, je me suis rendu compte trop tard, malheureusement, que ça avait introduit énormément de biais parce qu'au moment de voter, les gens ont tendance à voter pour ce qui leur parle le plus, ce qui les touche le plus, ce qu'ils trouvent le plus beau, malheureusement. Et du coup, en fait, ça a introduit un biais qu'en fait, comme la mienne était plus aboutie, ils ont eu tendance à voter plus sur celle-là. Donc,
un vrai conseil, c'est quand on fait un atelier de co-conception, c'est qu'il est important de remettre tout le monde au même niveau. Donc, c'est-à-dire d'utiliser les mêmes outils. Donc, si on dit feutre noir feuille, tout le monde est au feutre noir feuille. Si on dit feutre de couleur feuille, tout le monde doit être au même niveau aussi. Et en fait, ça permet de remettre le fond au centre du vote et au centre de la réflexion et non pas la forme. Et même, j'irais peut-être un peu plus loin, en tant que designer, généralement, on a une appétence un peu plus développée pour les maquettes, enfin pour le dessin, c'est un peu plus notre métier que les devs ou les PO. Et du coup, quand on est un designer, essayer de se forcer à ne pas faire du beau, ne pas faire du joli. Enfin, j'ai pas dit saccager ses maquettes non plus, mais essayer justement de trouver un juste milieu pour faire passer vraiment l'idée, le fond et non plus la forme. Ça, c'est un conseil aussi que j'ai pu sortir. Et le dernier point, du coup, c'est l'UX Writing. Donc, l'UX Writing, c'est quelque chose qui est hyper intéressant dans le monde de la santé, encore plus qu'ailleurs, je trouve. Donc, l'UX Writer, c'est un poste qui a apparu à Google en 2015, donc c'est quelque chose qui est assez récent. Et en fait, l'UX Writer, c'est la personne qui va rédiger les contenus, s'assurer du ton et s'assurer en fait d'une cohérence entre toutes les plateformes, tous les points de contact pour vraiment garder un ton unique. Et donc, comme on le disait, la santé, c'est un secteur qui est très sensible et très complexe. Sensible, donc il faut utiliser les bons mots pour parler à l'utilisateur correctement, le rassurer, mais pas non plus lui mentir, l'accompagner, être bienveillant. Et il faut aussi utiliser les bons mots parce que c'est complexe, donc il faut qu'on montre qu'on comprend sa maladie, on comprend son handicap, et on n'est pas en train de lui raconter du blabla. Et donc, pour ça, on a un UX Writer qui est chez le client, qui a l'assurance maladie. Donc, ce n'est pas son poste officiel, mais officieusement, c'est ce qu'il fait en fait. Et chaque contenu qu'on fait, nous, en tant que designer, passe par l'UX Writer qui relie tous les contenus, qui justement change le wording, change le ton s'il y a des choses à revoir. Et si ce n'est pas suffisant, parce que l'UX Writer ne sait pas non plus tout sur tout, on fait appel à des médecins spécialisés. Donc, comme on l'a fait, par exemple, pour la glycémie, où il y avait vraiment des termes trop complexes pour l'UX Writer. Et du coup, c'est le médecin qui nous a donné les types de champs qu'il fallait mettre, les unités, les mots, etc. Et quand c'est des sujets qui sont complexes, enfin, en tout cas sensibles, on fait aussi appel à des usagers concernés, donc comme c'était le cas pour le handicap. Donc, vu que le handicap, c'est quand même assez sensible, on a fait des tests avec des personnes en situation de handicap pour avoir les mots qu'eux utilisent réellement pour parler de leur handicap ou de leur maladie. Et donc, en fait, ce trio UX Writer, médecin et usager, pour moi, c'est vraiment un atout qu'il faut conserver dans le domaine de la santé et qui apporte vraiment encore plus d'inclusivité dans la conception. Donc, pour conclure, l'inclusive design, on l'a vu, c'est en fait envisager la pluralité humaine dans la conception. Et comment on fait ça? On élargit nos perspectives, on ouvre un peu nos chakras, on s'intéresse aux autres et on essaye de penser au plus de monde possible quand on conçoit. Et donc, après qu'on ait fait toutes ces étapes, vous pourrez me dire, et le client, qu'est-ce qu'il en est du client? Parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau de vouloir en faire, mais si le client ne le comprend pas, c'est assez compliqué. Donc, le problème aujourd'hui de l'inclusivité, c'est que, enfin, de l'inclusive design, c'est que c'est encore mal compris. Donc, l'accessibilité, c'est de plus en plus compris par les clients. Déjà parce que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est obligatoire pour le service public, donc notamment pour l'assurance maladie, c'est obligatoire, mais aussi parce que c'est quantifiable, c'est mesurable. Enfin, il y a une norme RGAA qui permet de faire un audit très clair de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Alors que l'inclusivité, aujourd'hui, n'est pas mesurable, n'est pas forcément quantifiable. C'est une méthodologie qui est un beau principe, mais le client ne voit pas forcément le bénéfice direct. Et pourtant, aujourd'hui, il y a quand même clairement des bénéfices, et notamment sur ce projet-là, il y a quand même un bénéfice énorme, c'est que c'est un service qui a été ouvert très récemment, donc en 2022. Et du coup, aujourd'hui, on est face à un vrai enjeu d'adoption des usagers. Donc, on veut que le plus de monde adopte le service. Et en fait, si on fait de l'inclusive design, on va inclure plus de monde, et du coup, on va avoir plus de monde qui peuvent potentiellement adopter le service. Donc, l'inclusive design, ça a vraiment un intérêt pour augmenter et faciliter l'adoption du service et aussi pour améliorer l'image. Parce que si aujourd'hui, on a des retours sur l'App Store ou le Play Store qui nous disent ah bah, je ne peux pas ajouter mon handicap parce que le formulaire n'est pas adapté à mon handicap, bah, c'est un échec pour nous parce que ça veut dire qu'on n'a pas pris en compte tous les cas. Donc, ça nuit à notre image. Donc, aujourd'hui, c'est ça qu'il faut faire comprendre aux clients. Et est-ce qu'on pourrait le faire comprendre par des KPI, par exemple, pour mesurer justement l'adoption? Ça pourrait être peut-être une solution. Et maintenant qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On continue, on se perfectionne, on recommence parce qu'en fait, l'inclusivité, c'est un idéal, comme je vous disais, c'est une inclusivité parfaite. Je pense personnellement, mais c'est que mon avis, qu'on n'y arrivera jamais parce que la pluralité humaine est telle que
que c'est très complexe. Et du coup, le but, c'est d'essayer toujours de s'améliorer, de recommencer les processus, de recommencer les méthodes, de rester ouvert, de rester intéressé aux autres et d'essayer d'aller un peu plus vers une inclusion parfaite. Merci beaucoup pour votre écoute. Si je vous passe mon micro. Qui alors? C'était en première, pardon. Je t'ai fait avant. Je voulais savoir, du coup, moi, je fais du design. Je n'ai pas parlé d'inclusive design, donc est-ce que je ne suis pas inclusif? Non, je pense que ça dépend de vos méthodes, ça dépend de ce que vous faites. En fait, on n'est pas obligé de dire qu'on fait de l'inclusive design pour en faire. Je pense qu'il y a plein de designers qui en font sans mettre les mots dessus. Ouais, mais du coup, moi, de base, le design, un des piliers de l'usabilité, c'est l'accessibilité. C'est forcément l'accessibilité par les caractéristiques de l'utilisateur, la prise en compte de ça. Moi, ce qui me gêne, c'est est-ce que c'est purement idéologique pour faire parler, faire de l'UX, ou est-ce que c'est vraiment, pour toi, un point nouveau, critique à mettre en place, ou est-ce que c'est juste de l'UX en fait? Pour moi, ça reste de l'UX parce qu'on fait de l'UX design, mais en fait, c'est porter une attention particulière à ces sujets-là qu'on pourrait peut-être un peu délaisser quand on fait l'UX, ou on peut y faire attention, mais pour moi, c'est pas un concept nouveau, mais c'est un concept qu'on met en évidence pour rappeler que l'UX, c'est aussi être inclusif. Tu vois ça, moi, je dirais que en design thinking classique où on crée des personas, on a tendance à être exclusif puisqu'on ne va pas couvrir, tous les aspects que l'inclusive design que tu as introduit ouais. propose. Donc, c'est déjà peut-être un point d'attention, à mon avis, c'est de dire si je vais vers la technique de la persona, je vais peut-être me restreindre à un certain type d'utilisateur et il faut que je garde l'esprit ouvert. Moi, j'ai juste compris qu'il fallait garder l'esprit ouvert, en fait. Oui, mais je pense que c'est… Ouais. Justement, ouais, mais en fait, par exemple, sur ce projet-là, quand on s'adresse à 60 millions d'utilisateurs, on a fait des personas parce qu'on en a fait et que c'était comme ça au début. Mais en fait, les personas n'ont presque, enfin, j'aime pas dire ça, mais presque pas trop de sens parce qu'en fait, il y a tellement de personnes que c'est impossible de se restreindre. Enfin, là, pour le coup, on en avait 3 principaux. C'est très difficile de se restreindre. Donc, en effet, on a ces personas, mais en fait, on va chercher plus loin que les personas et on ne se contente pas à ces personas quand on fait des tests et des entretiens. Donc, oui, c'est vrai, c'est une bonne réponse. Moi, j'avais une petite question parce que tu parlais du RAAG. Ouais, RGAA. RGA, pardon. Pas de souci. J'ai un peu regardé ce genre de texte, de document. Est-ce que c'est du coup les vraies grandes références sur le design inclusif? Est-ce que tu en aurais d'autres comme Alors, ça? le RGAA, c'est sur l'accessibilité vraiment, donc très porté accessibilité. D'autres références sur l'accessibilité, pour le mobile, il me semble qu'il y a un alors je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais un précepte qui est du Luxembourg. Je sais pas si quelqu'un dans la salle, saura le nom mieux que moi, mais pour le mobile, il y a celui-là. Mais après, en termes d'accessibilité, la norme RGAA, aujourd'hui, c'est vraiment la référence ok. en France. Ça marche. Merci. Oui. J'avais une remarque et une question. La remarque, c'est que avec mon œil de dinosaure, je me rappelle les premiers développements du dossier patient informatisé il y a 30 ans. Si on pouvait parler de l'informatisation à cette époque-là, on n'avait pas tous ces outils. Donc, quelque part, il y a une forme, non pas d'opportunisme, mais une opportunité maintenant pour faire évoluer les choses. Ça, c'est remarquable. Bravo pour votre présentation. L'autre chose, c'est que je me dis qu'il n'y a pas que le médecin dans la vie. Il y a aussi les infirmiers, les kinés, les pharmaciens. Et je pense que quelque part, et d'ailleurs c'est pour reprendre la remarque qui a été faite tout à l'heure, il y a une sorte d'inclusivité ou d'exclusion de fait en disant mais la santé, je vais demander au médecin. Et donc, le patient, il voit pour 2 minutes, il voit le médecin, les patients chroniques, ils voient 3 heures l'infirmière.
Et ça, je crois que c'est tout ça important parce que, et là, j'en viens un petit peu aussi à d'autres éléments. On a parlé des enfants, il y a les enfants obèses. Ils sont obèses à 18 ans, ils vont peut-être être opérés à 20 ans ou je ne sais pas sur les indications. Et quelque part, je ne sais pas si vous les avez pris en charge, parce que ça, c'est un vrai problème de santé publique. Et derrière, on a non seulement, entre guillemets, le fait de lui faire diminuer le poids, mais aussi de le motiver à continuer. Et moi, une des problématiques, c'est de dire, mon espace santé commence à 18 ans. Alors, non, aujourd'hui, ça commence pas à 18 ans, en fait. Dès qu'un bébé naît, il a un compte Mon Espace Santé Oui, qui est ouvert, mais qui est juste géré par les parents. Ce que vous m'aidez, voilà, ça, l'interface des parents, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux dire, c'est au moment où il prend conscience d'un certain nombre de choses, c'est au moment où il va mettre le bulletin dans l'urne. Si je prends cet exemple-là, ce n'est pas l'âge physiologique, je suis d'accord, c'est l'âge légal de pouvoir s'exprimer et de dire ce que je veux faire. Hein, je ne suis plus dans les bottes de mes parents. Et ça, c'est une vraie problématique, en fait, je pense. On en rediscutera peut-être d'ici là, mais je pense qu'il y a aussi les jeunes. Et de plus en plus de maladies apparaissent jeunes sans que pour autant, finalement, on ait, nous, en tant que professionnels, de l'information. C'est-à-dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, les gens ne s'expriment pas forcément. Il faut qu'on les incite à s'exprimer. C'est pour ça que je voulais juste vous faire la remarque sur le professionnel de santé. Il n'est pas que médecin. Bah oui, alors je peux vous répondre aux deux. Du coup, le premier, le professionnel de santé n'est pas que médecin. Alors là, peut-être dans la présentation, j'ai dit médecin, mais sur le projet, on n'utilise jamais le terme médecin, on utilise toujours professionnel de santé parce qu'en fait, on prend en compte les pharmacies, les infirmiers, en fait, toutes les médecines, même les pharmacies. Donc, oui, voilà, c'est ça. Donc, on prend en compte tous les professionnels de santé et les établissements de santé aussi, donc les cliniques, les centres de laboratoire, etc. Donc, on les prend vraiment tous en compte. Par exemple, dans le profil, on a une liste de professionnels établissements de santé dans lequel on ajoute de contacts, entre guillemets, récents. Et par rapport au deuxième point, aujourd'hui, alors, je pense que donner la main aux mineurs sur leur espace santé, je pense qu'en termes légaux, c'est très compliqué. Enfin, je peux pas vous... Ok. Bah, du coup, sur ces notions de justement de prévention, etc., par rapport, vous parliez à l'obésité, etc., on a des informations de prévention dans l'application, mais c'est pas ce qu'on veut. Alors, on veut en avoir parce qu'on veut justement faire la prévention et on a de la prévention en fonction de l'âge, si on est jeune, enfin, il y a des tranches d'âge, mais c'est pas le but principal de l'application et du service plus globalement parce qu'on veut pas que ça devienne du conseil à la santé. On veut vraiment que ça reste pragmatique. Alors après, ça, c'est peut-être des exigences clients, mais oui. Oui. Ouais. Bah, on le fait dans le carrousel de prévention, mais peut-être pas. Ouais, non, mais oui, c'est intéressant. Ouais. Ok. Ben voilà, il est renommé. Pardon. Je m'interrogeais du coup sur les méthodes que l'on peut utiliser pour en fait explorer ces utilisateurs extrêmes, c'est-à-dire ces utilisateurs étant en situation du coup d'un handicap, que ce soit permanent, temporaire ou situationnel. Comment en fait avoir accès à ces situations atypiques, puisque c'est plus difficile finalement quand on est sur des larges échantillons d'obtenir ces situations un peu quali. Alors, déjà, il y a pas mal de références sur le sujet. Bah, par exemple, il y a le toolkit de Microsoft qui justement parle de tous ces... Enfin, ils appellent ça un persona spectrum qui relie justement tous ces handicaps avec des handicaps temporaires, avec des limitations situationnelles. Donc déjà, ça donne un bel aperçu de ce qu'il peut avoir comme type d'exclusion en tout cas. Et après c'est plus de l'exploration, enfin, j'ai envie de dire... de tous les jours en fait. Je pense qu'il y a aussi une grande partie qui passe par juste de l'écoute, regarder autour de soi, essayer d'élargir ses pensées. Il n'y a pas de méthode pour avoir toutes les exclusions qui peuvent exister malheureusement, je pense. D'accord. Et dans ce cas, juste pour terminer, où est-ce que tu mettrais la place de la culture dans du coup les situations atypiques? Bah, pour moi, la culture, justement, c'est pas dans les trois types d'exclusion. Pour moi, c'est pas dans les handicaps permanents, c'est pas dans le handicap temporaire, c'est pas dans limitation situationnelle. Mais justement, pour moi, ça va au-delà. C'est justement pas dans l'accessibilité, mais plus dans l'inclusivité.
prendre en compte justement ces cultures, prendre en compte les religions, prendre en compte ces choses-là. Mais après, j'ai pas plus de réponses que ça à te donner. En tout cas, merci Alexandre.